c'est une première édition. Une première édition parce qu'on a réalisé que les Lillois étaient bien trop forts pour nous. La Coupe de France, c'est l'événement qui rassemble le plus de clubs, d'étudiants, en France et à Navarre, puisqu'aujourd'hui, la Coupe de France n'est pas seulement sur les territoires métropolitains, mais c'est aussi à Londres. On était là-bas il y a 2 semaines à peu près, en Suisse, en Belgique, au Togo, avec notre ami ici présent. Et pour bien se préparer à un événement qui demande autant de rigueur, on a décidé de créer la Coupe francilienne. Aujourd'hui, la FFD comprend la FFD Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, la FFD UK au Royaume-Uni, la FFD Suisse, bientôt qui émerge, Est et Grand Paris, ici. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile. Organiser un événement qui comprend une vingtaine d'associations étudiantes sur le territoire seulement de l'Île-de-France, il y en a à peu près une 40aine, donc aujourd'hui, on a vraiment la crème de la crème des orateurs d'Île-de-France. Et cette crème de la crème, on a voulu les récompenser bien sûr avec une coupe, et au lieu de recevoir une coupe par la poste, on a reçu un kit de boxe, comme quoi Bertrand Perrier avait raison, la parole est un sport de combat. Les 2 équipes qui s'affrontent ce soir sont à la fois une équipe un peu jeune, on les appelle, bon, ne le dites pas, ils ne sont pas encore là, c'est bon, les puceaux orateurs, les orateurs juvéniles, ce sont ceux qui, ne vous détrompez pas de leur jeune âge, sont en réalité bien seniors dans le monde de l'art oratoire. Bien seniors parce que ce sont des alumni de la Coupe des lycées. Et moi-même, je suis un ancien de cette coupe. La Coupe de lycée, c'est une coupe organisée par la Fédération francophone de débat depuis une dizaine d'années maintenant, qui rassemble des lycéens partout en France pour débattre comme le font les universitaires. Et là, alors que ces étudiants qui étaient élèves l'année dernière ont gagné la Coupe des lycées, cette année, en première année d'études, ils ont battu tous les clubs universitaires qui se sont mis sur leur passage. Et on peut applaudir cette équipe. Ratio Invicta! Et la seconde équipe ce soir, c'est une équipe qui fait ses marques à Sciences Po. C'est une équipe qui, il y a quelques années, n'existait pas encore et qu'on reconnaît aujourd'hui par leur couleur très singulière, le orange éclatant, des fiches de révision, j'imagine. Des hauts et des bas, bravo à vous! Vous l'avez peut-être remarqué, ce soir, c'est une salle qui est composée principalement de célibataires, puisque vous nous avez fait l'honneur d'être présents aujourd'hui lors de la Saint-Valentin. Et le sujet n'est pas anodin, cette salle non plus d'ailleurs. On se retrouve, en ce jour, dans la salle de mariage de la mairie du 16e, pour une journée qui est assez singulière, lorsque l'on parle du mariage. Dans l'an 262, Saint-Valentin a été exécuté par Claude II. Exécuté parce que c'était plus facile d'exécuter quelqu'un qui plaidait pour avoir des soldats qui voulaient se marier. Et Claude II préférait avoir une armée plutôt vile et surtout pas attachée par ces liens du mariage. Aujourd'hui, ce gouvernement voudrait poursuivre l'ambition de Saint-Valentin,
La poursuivre peut-être un peu plus loin, parce que ce gouvernement ce soir interdit le divorce. Pour ce débat, on a un jury d'exception qui est présent. D'abord, peut-être celui que vous connaissez le plus, en tout cas sur les réseaux sociaux, Corentin Evenot, influenceur, champion d'éloquence, de débat, vice-champion du monde de débat et surtout 245 000 abonnés, coach, formateur en prise de parole en public. Bravo à toi, Corentin! Et à ses côtés, une très bonne amie, une camarade de Corentin. Une camarade qui a, elle aussi, été vice-championne du monde d'éloquence, mais aussi championne de pitch, championne de débat, de plaidoirie. Bref, tout ce qu'il y a autour de la prise de parole publique, toutes les compétitions, tous les sports liés à cet art, elle les a gagnés. On peut applaudir Solène Abdou. Qui, elle aussi, recense beaucoup d'abonnés, et ça monte beaucoup trop vite avec « Parlons peu, parlons bien ». On peut t'applaudir. Une oratrice hors pair qui va juger ce soir, c'est une oratrice qui aussi a été vice-championne de France en 2022, championne de France en 2023 et meilleure oratrice à cette occasion. On peut applaudir Louisa Cicérir. Mais on a un invité ce soir, un invité qui est extraordinaire puisque depuis 1 an maintenant, la Fédération francophone de débat lie des relations au-delà des frontières de l'Europe. On accueille tous les ans maintenant un champion, et on a sa présence ce soir, le champion des joutes verbales du Togo. On accueille ce soir Moïse Apkeko, champion des joutes verbales du Togo. Et vous le connaissez tous, le président de la Fédération francophone de débat nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bravo à toi, Hugo Roussel. Le débat parlementaire est une discipline rigoureuse. Ces deux équipes nous ont éblouis par leur rigueur, par leur brio. Donc on peut d'abord les applaudir. Et un petit mot pour le public, les opinions qui sont amenées ce soir ne sont pas les opinions des orateurs. C'est bien sûr un jeu que l'on fait autour du débat, où l'objectif premier est de voir à la fois la rigueur de leur argumentaire, mais aussi la manière par laquelle ils la déploient. Je vais laisser maintenant le président du jury, Hugo Roussel, appeler un par un les orateurs pour qu'ils plaident. J'appelle donc à la barre pour ouvrir ce débat. Monsieur le Premier ministre, sous vos applaudissements, bien entendu. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. Docte Assemblée, chère opposition, regardez votre voisin de droite. S'il est marié et que vous l'êtes aussi, profitez. L'un de vous deux ne le sera probablement plus pour longtemps. Je devrais plutôt dire statistiquement, car il est vrai, et cela est dramatique, qu'en moyenne, 1 mariage sur 2 en France se termine par un divorce. Vous souvenez-vous, les fleurs, les banderoles, la famille et les gamins qui courent, le jour où vous avez enfin appris à nouer une cravate.
C'est beau, n'est-ce pas? Enfin, oui, jusqu'à l'instant où, messieurs, vous voyez votre femme vous toiser du regard de l'autre bout de la cour de justice. Même instant, mesdames, qui vous offre le spectacle de votre mari cravaté comme au premier jour, le sourire en moins. Comment la fougue qui les a rassemblés à l'hôtel de ville a-t-elle pu les mener jusqu'au tribunal? Et plus important encore, en quoi le divorce fait-il sens aujourd'hui s'il ne dresse que de tels tableaux? Pour mon gouvernement, il ne fait sens en rien. Raison pour laquelle nous soutenons fermement ce soir l'interdiction du divorce en France. Et ce, à partir de la nouvelle année civile 2026, autrement dit, une interdiction de divorce pour tous les couples mariés et non mariés, à l'exception de ceux ayant entamé une procédure de divorce avant le 1er janvier 2026. Nous tenons à préciser également que cette mesure concernera les divorces prononcés à l'étranger pour des ressortissants français mariés en France. Ces divorces ne seront donc pas reconnus. De même, cette mesure sera naturellement accompagnée de politiques de soutien pour les unions, en démocratisant la psychologie de couple, les sexologues, les conseillers conjugaux et les dispositifs de protection des femmes battues pour une raison qui sera diligemment explicitée. Enfin, il est essentiel d'opérer une distinction entre le divorce, la séparation de corps et l'annulation de mariage. Interdire le divorce ne revient pas à interdire tout cela. Les cas spécifiques de violence sont donc toujours sujets à une rupture du lien matrimonial, tout autant que la séparation physique reste possible. Mais en somme, pourquoi cette motion, me direz-vous? La réponse de mon gouvernement est simple. Parce que l'interdiction du divorce permet de protéger autant les mariés que le mariage en tant qu'institution. Je vous prends votre question, monsieur. Puisque toutes les civilisations et religions autorisent le divorce, à part le catholicisme, où vous situez-vous vis-à-vis de la laïcité? Mais monsieur, je pense que ça est clair. Mon gouvernement agit dans un cadre laïque et il n'est pas question ici de religion, il est question ici de raisons pragmatiques qui sont liées aux mariés, aux individus qui vivent au quotidien et non pas de religion, de foi ou quoi que ce soit d'autre. Je vous remercie. Premièrement, nous soutenons cette motion parce que l'interdiction du divorce pourra empêcher la création d'inégalités, d'injustices, au travers de la procédure même du divorce. Et c'est ce que vous présentera mon deuxième ministre. De plus, la mesure permettra d'opérer un changement profond des mentalités, en redonnant tout son sens au mariage et en privilégiant le dialogue, élément crucial que ma troisième ministre vous soumettra. Quant à moi, je m'attacherai à vous montrer que l'interdiction du divorce permettra d'empêcher toute instrumentalisation du mariage. En effet, l'interdiction du divorce inclut par voie de conséquence la suppression de la séparation de biens, qui est faite dans le cas d'un divorce sans contrat de mariage précis, de manière très procéduriale et systématique. Ainsi, l'interdiction du divorce permettra une complexification de la procédure de séparation des biens qui ne sera qu'uniquement possible que par le jugement supplémentaire dans la séparation de corps ou par la très lourde opération de l'annulation de mariage. Or, la séparation des biens concerne l'intérêt pécuniaire, donc l'interdiction du divorce permettra de limiter cette possibilité d'un tel intérêt pécuniaire et donc de limiter les risques de manipulation et d'escroquerie. Et c'est bien ce soir la raison pour laquelle mon gouvernement soutient cette motion. Je vous remercie. Merci.
Monsieur le Premier ministre, la parole est à Madame la chef. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, monsieur le juré. Mesdames et messieurs, joyeuse Saint-Valentin à tous. Enfin, on va essayer de se réjouir autant qu'on peut, tant que le gouvernement n'a pas complètement pété l'ambiance avec son discours pessimiste et rétrograde. C'est très dangereux ce que vous faites, hein. C'est très dangereux, c'est vraiment criminel. Et je vois également l'incompétence de ce gouvernement parce que vous ne réfléchissez pas à l'ensemble du domaine que vous exploitez. Ma réfutation peut tenir en un mot, le Pacs. Oh, formidable. Avec votre mariage si contraignant, vous espérez changer les mœurs. Avec votre mariage si contraignant, vous pensez que les gens vont donc se lier pour la vie dans des liens absolument indéfectibles. Mais ce n'est pas le cas. Tant que l'option du Pacs demeure, les gens feront toujours le choix de la possibilité de changer d'avis. L'humain est ainsi, l'erreur est humaine. Évidemment, les gens choisiront le Pacs. Alors vous croyez revaloriser l'institution matrimoniale, mais vous ne ferez que renforcer les Pacs. Et en croyant limiter les divorces, vous créerez beaucoup de ruptures de contrats de Pacs, ce qui reviendra pratiquement à la même chose. En fait, en souhaitant empêcher le divorce, c'est le mariage que vous allez tuer. Donc, votre mesure n'aura pas d'effet, et même si elle en avait, ces effets ne seraient que dangereux. Et cela tient en 3 points. Tout d'abord, vous l'avez rapidement évoqué, une telle réforme favoriserait l'émergence de violences physiques au sein des cellules familiales. Ensuite, comme le dira Samuel, notre premier député, il créera une instabilité psychologique au sein de la famille et les premiers touchés seront les enfants. Comme le dira Madame Victoire Clément, notre seconde députée, c'est également par le divorce et par le fait que le divorce puisse exister que les valeurs du mariage prennent du sens. Un mariage qui tient comme un plébiscite de tous les jours, c'est un mariage fort, qui correspond à de réelles valeurs d'engagement, et pas un mariage qui tient par défaut. Enfin, notre secrétaire général conclura là-dessus. Vous nous avez dit, messieurs du gouvernement, que s'il y avait violence, il y avait divorce. Mais qui reconnaît la violence ? Il faut que la victime soit suffisamment courageuse pour le reconnaître, pour le dénoncer, pour aller porter plainte. Combien de personnes en France ont ce courage quand on est sous la domination de quelqu'un de plus puissant? Pas grand monde. En fait, ce que vous voulez faire, c'est créer une espèce de cadre clos, scellé, de faire du mariage une espèce de cage dorée dont seul l'État aurait les clés. Le couple est condamné à être toujours couple. L'un est toujours condamné à être avec l'autre. Dans ce contexte, des tensions vont inévitablement naître. Mais vous tuez dans l'œuf la possibilité de l'évacuer. Alors, ces tensions vont s'exprimer autrement. Imaginons, je vis avec mon conjoint, il commence sérieusement à m'agacer, j'ai besoin de l'exprimer, mais je ne peux pas le quitter, je ne sais pas, je lui casse la gueule. La mécanique est simple, je suis bloquée avec lui, je ne le supporte plus, la situation devient infernale. Un exemple très simple de cela, le confinement du Covid. Est-ce que vous savez de combien ont augmenté les violences intrafamiliales dans ce contexte où les personnes étaient confinées dans le cercle familial? Elles ont fait x3. C'est énorme. Donc vous voulez enfermer les personnes vulnérables avec leurs potentiels bourreaux. Et je vais prendre votre question. Que faites-vous, chère madame, des procédures de nullité partielle qui permettent aux victimes de violences psychologiques et objectivement constatées d'annuler leur mariage? C'est encore une fois, je vais revenir sur la question de objectivement constater, en fait. C'est la question de qui va constater ces dommages, pardon. Le psychologue, peut-être, mais il faut aller faire l'effort d'aller voir le psychologue, se reconnaître victime, et ce n'est pas toujours facile. Maintenant, figurez-vous la même situation que je viens de vous présenter avec l'option du divorce. Je vais vous présenter le divorce sain. Imaginons 2 personnes ne peuvent plus vivre ensemble. Le couple n'est plus ce qu'il était au premier jour. Les tensions naissent. On s'agace pour un rien. La présence de l'autre nous lasse. Je ne peux plus voir ses cheveux dans la baignoire. Bref, il est temps de se quitter avant que les tensions ne s'intensifient. Alors on se quitte, sans trauma, potentiellement en bons termes, et on va se reconstruire une vie ailleurs. Ainsi, la société est apaisée. Le tissu social est préservé.
Il n'y a pas de tension inutile et les gens ont moyen de régler leurs conflits sans violence. Et je vous vois déjà venir en me disant « Oui, mais ce qu'on veut préserver, c'est l'institution du mariage, c'est le statut du mariage. Les gens qui ne se supportent plus n'ont pas obligation de vivre ensemble. Personne ne va venir le vérifier. » Ils pourraient donc déménager, être voisins. Mais alors, effectivement, quels sont les bénéfices pour le corps social, pour les enfants ? Préserver le mariage, mais un mariage abstrait qui n'a pas de sens dans le concret, ça ne sert à rien, c'est une organisation bancale, complètement à l'image de votre projet. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, chère assemblée, chers collègues, chère opposition, il est des décisions qui changent une vie. Il en est aussi des décisions qui en brisent. Je vous laisse deviner où se place le divorce. Dans la deuxième catégorie. Madame la ministre, Madame la députée, vous avez bien évoqué l'idée, oui, vous avez pété l'ambiance en cette Saint-Valentin, parce que vous oubliez tellement de points, tellement ce qu'est une famille, ce qu'est un corps et ce qu'est une relation. Il existe réellement des tensions dans un couple, dans un conjoint, dans un partenaire, car oui, là est le principe même des relations. Vous l'avez évoqué, c'est le divorce sain, celui qu'on ne regrette pas, mais qu'est-ce que réellement le divorce ? On nous dit que c'est une liberté qui serait une avancée sociale, un droit inaliénable. Mais qu'est-ce que réellement le divorce ? Une tension, une dispute ? Que faire le jour de la Saint-Valentin ? Un restaurant italien à se regarder dans le blanc des yeux ou un débat à 20h à regarder 4 inconnus ? Je vous laisse décider, mais non, le divorce est une fracture, une rupture. Et c'est bien là où ce que vous dites n'est pas vrai. L'idée même d'être un ensemble sain, un corps social, une liberté qui aujourd'hui précarise les plus vulnérables. Alors, peut-on appeler ça une liberté ? Le divorce est une fracture qui emporte avec lui dans un gouffre les plus vulnérables, les plus touchés. Et qui sont-ils ? Ce sont souvent les mères, les femmes, les enfants. Et pourtant, nous normalisons l'échec conjugal. Nous institutionnalisons la rupture. Nous légitimons la précarisation des familles sous prétexte de modernité. Telle est donc votre défense. Mais il faut savoir ouvrir les yeux. Le divorce est une injustice sociale. Parce que ces mêmes femmes qui se battent toujours, qui se couchent plus tard, qui font des tâches qui ne sont pas censées être les leurs, qui mettent de leur côté leur carrière, leur ambition, pour leur famille. Je vais prendre votre question. J'adore votre vision extrêmement optimiste, mais que faites-vous dans le cas où, entre deux personnes, l'amour s'essouffle réellement ? L'amour est un sentiment qui se crée. Il est éphémère, certes, mais ce n'est pas un abandon. Alors, je vous répondrai que cet amour sain doit se construire, d'aller de haut en bas, dans des montagnes russes de l'amour, mais il faut toujours se rappeler que 20 à 25%, c'est la chute du niveau de vie des femmes après un divorce. Des familles brisées. Et parlons des enfants. Toujours forcés entre deux foyers, une incertitude de vie, créée dans une famille brisée, une précarité entre différents revenus, des loisirs, des envies, des ambitions différentes.
vivant dans une incertitude, et nous souhaitons protéger les plus vulnérables d'une précarité imposée. Protéger les enfants d'une décision d'adulte non réfléchie. Elle n'était rien, et voilà qu'aujourd'hui, ils sont le gardien du sommeil de leur nuit. Mais si vient un jour le divorce, il faudra savoir tout reconstruire. Tout reconstruire. Et je préfère vous prévenir, parce que voilà ce que c'est. On choisit alors un côté éphémère, on abandonne. Aujourd'hui, la famille, le mariage, est en danger. Et pour ne pas enchaîner ces familles dans une bataille, une certaine guerre de garde de l'enfant, nous souhaitons à ce moment rappeler qu'il est temps de retrouver ce qu'est réellement le mariage. Parce que interdire le divorce, ce n'est pas enfermer, c'est protéger. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le deuxième député de l'opposition sous vos applaudissements. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui ici dans une magnifique salle de mariage, salle dans laquelle mon grand-père, ici présent, a eu la chance de se marier. Et c'est pourquoi j'ai honte que les membres du gouvernement veuillent détruire la beauté du lien du mariage. Le mariage, c'est une union consentie dans le temps, ce n'est pas une prison sans issue. Je commencerai par ma réfutation. Vous dites qu'il n'y a pas de divorce sain qu'on ne regrette pas, mais il y a également des mariages qu'on regrette. Il faut parfois une rupture d'un lien pour pouvoir en créer de nouveaux. Il y a des mariages trop tôt, trop hâtifs, des gens qui se sont mariés trop jeunes et qui se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Nous avons le droit à l'erreur. Et comme vous l'avez dit vous-même, l'amour est éphémère. Nous avons également des mariages qui s'arrêtent au bout de 60 ans. On ne peut pas dire que des efforts n'ont pas été faits. Nous avons tenté de préserver ce lien. Nous avons essayé de faire marcher ce mariage, mais malgré tous ces efforts, cela n'a pas marché. Il faut donc se rendre compte que, de temps en temps, le mariage doit avoir une porte de sortie. Un mariage mène dans l'immense majorité des cas à des enfants. Il faut donc en prendre en leur développement sain. Nous sommes également dans un pays, en France, où le divorce est devenu une pratique bien encadrée, car elle permet d'apaiser et de résoudre les tensions provoquées par le mariage. C'est pourquoi, chers membres du jury, je défendrai que interdire le divorce provoquerait une augmentation massive des troubles psychologiques au sein des familles. D'abord, les troubles psychologiques pour les enfants. Avec votre mesure, les gens sont dans l'impossibilité de divorcer. Donc, des personnes entretenant des relations conflictuelles les unes avec les autres sont bloquées ensemble. Et des personnes dans la volonté de se séparer pour éviter les relations conflictuelles à venir sont également bloquées. C'est donc le maintien de foyers conflictuels déjà présents et la création de nouveaux mariages conflictuels qui auraient pu être évités par le divorce. Il a été prouvé que, d'une part, la prolongation des situations de mésentente au sein du mariage a des conséquences bien plus néfastes que le divorce sur les enfants. C'est par exemple le taux de maladie chronique qui est 67% plus élevé dans les cas de conflit au sein d'un mariage que dans les cas de divorce apaisé. C'est d'autre part les divorces qui, certes, provoquent des situations d'anxiété, de colère, mais ce sont des conséquences qui disparaissent presque intégralement à la fin de la deuxième année. Donc, un divorce apaisé vaut mieux qu'une relation conflictuelle au sein du mariage, et un divorce difficile aura des conséquences bien moins néfastes à long terme sur la santé de l'enfant. Mais ce n'est pas le seul impact psychologique sur les enfants. Dans l'impossibilité de divorcer, un conjoint n'éprouvant plus de désir au sein de son mariage sera tenté bien souvent de commettre l'adultère. Et avant de poursuivre sur cela, je prendrai votre question.
Merci, monsieur. En quoi un individu est-il enchaîné à son conjoint s'il peut faire appel à une procédure de séparation de corps? Mais il peut faire appel à une procédure de séparation de corps, mais il faut quand même gérer, quand il y a un enfant dans le couple, la stabilité de l'enfant. Et donc même s'il y a une séparation de corps, que faites-vous s'il y a plusieurs foyers, s'il y a un déménagement? Cela provoque des instabilités pour l'enfant, et donc le cadre psychologique n'est pas assuré. Donc je disais que la tentation de commettre l'adultère est bien plus forte. Or cela a plusieurs conséquences pour les enfants. C'est un modèle de vie qui est l'infidélité qui est présenté aux enfants, puisque les tromperies se multipliant seront bien difficiles à cacher. Les enfants perdent la notion d'engagement qui est pourtant censée être la valeur suprême du mariage. C'est également une augmentation du risque d'enfants hors mariage. Ainsi, la soi-disant stabilité proposée par votre modèle est balayée d'un revers de main, puisque ces enfants seront délaissés au profit des enfants dans les mariages qui seront considérés comme plus légitimes. Ce sont donc des enfants qui vivent dans un cadre d'une telle violence psychologique, qui entreront dans un cycle de violence. Les enfants grandissent par mimétisme et reproduisent les comportements de leurs parents. Dans ce cadre, les relations conflictuelles deviendront la norme, c'est la création d'une société plus conflictuelle sur le plan psychologique. Dans votre monde, les enfants sont victimes de mariages conflictuels maintenus par la force. Ce sont des enfants qui souffrent, des enfants malades, malheureux dans toutes leurs relations sociales. Dans notre monde, il y a des divorces, certes, des divorces difficiles, mais on les surmonte, on en guérit. Votre mariage, on en périt. Vous avancerez que les mariages seront choisis, mieux choisis, que le choix sera plus réfléchi, évitant ces violences psychologiques. Mais vous vous trompez profondément sur la nature humaine. Personne ne peut être certain que les valeurs, sentiments et projets seront les mêmes dans 10, 20 ou 30 ans. La vie est une fluctuation et n'en est que plus belle ainsi. Comme le dit le proverbe, l'erreur est humaine. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame la ministre des Affaires sociales. Madame la ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. Notre gouvernement interdirait le divorce et il s'agit de la meilleure des motions. Avant, je vais revenir sur vos propos, monsieur le député. Les troubles psychologiques qui seront là, présents, chez le couple et chez les enfants, si le divorce devient impossible. Dois-je vous rappeler, mesdames et messieurs, que le divorce est déchirant, le divorce est long, le divorce est terrible et le divorce est bien évidemment traumatisant. Lorsque l'on prévient sur l'impossibilité de divorce, lorsqu'on prévient les gens que lorsqu'ils se marieront, ils ne pourront pas divorcer, eh bien ils réfléchiront à 10 fois avant de se marier et ils tourneront leur langue 7 fois dans leur bouche avant de prononcer « oui, je le veux ». Il nous faut un profond changement des mœurs, permettant le dialogue, le compromis et la conscientisation de nos décisions et de nos actes. Mesdames et messieurs, je vous pose la question, chers jurys, chère Assemblée, cher gouvernement, chère opposition, je vous repose la question, qu'est devenu le mariage? Qu'est devenu le divorce? Le divorce, lui, est devenu une excuse, une menace que l'on sort à tout va lors d'une dispute. Le mariage s'est-il si dégradé que cela? Sommes-nous devenus si paresseux que nous ne pouvons même plus dialoguer et débattre sur un sujet sans trouver de compromis? Je vous pose la question, avons-nous été contaminés par TPMP où les menaces et les punchlines à tout va font office de discussion? Où est passée la sagesse que le mariage apportait auparavant? Je vous prends votre question.
Préférez-vous qu'un enfant vive 18 ans dans un mariage en conflit ou 18 ans dans un divorce apaisé? Eh bien, je préfère qu'il vive 18 ans dans un mariage, puisque le mariage, lorsque il y a des conflits, nous en avons parlé, il y a la proposition de la séparation des corps. À partir du moment où la séparation des corps est une mesure qui est simplifiée, qui est moins longue et moins traumatisante que le divorce, je préfère 1000 fois que cet enfant continue de vivre dans le mariage de ses parents, impliquant bien évidemment la séparation des corps. Nous observons une dégradation, que dis-je, une déflagration de la notion de mariage et de la notion de communication, de la notion de dialogue au sein du foyer, au sein du cocon que l'on doit tant protéger. Le mariage est devenu un objet de consommation. Signer un contrat est devenu une chose facile. On signe un acte de mariage comme on signe un CDI ou un acte judiciaire quelconque. Tout comme le divorce, il est devenu un objet de consommation. Lequel des deux refera sa vie le plus rapidement et avec qui? Aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, vous n'aurez pas omis de le préciser, est devenu un objet de consommation, à laquelle montrera le plus grand bouquet dans sa story Instagram, à laquelle aura la meilleure lune de miel. Et nous le voyons avec les émissions télévisées comme 4 mariages pour une lune de miel ou encore Mariés au premier regard. Mariés au premier regard, même pas à la première discussion. Où est passée la notion de communication, la notion de base, de l'humanité, finalement? Où est-elle passée? La Saint-Valentin étant un moment où les amoureux se retrouvent pour discuter de l'amour qu'ils éprouvent les uns envers les autres, est devenu un vulgaire objet de consommation. Je suis désolée que cette jeunesse défende corps et âme une jeunesse qui agit sur le coup de l'impulsivité et qui se marie et divorce pour un oui ou pour un non. Au départ, le mariage est une source de bonheur pur, l'amour avec un grand A, l'amour réfléchi, l'amour sur lequel on réfléchit et sur lequel on fait une introspection. Une introspection qui mène au bonheur. Mesdames et messieurs, voilà la recette pour ne pas divorcer. Communiquer. Alors, apprenez à le faire. La parole est à madame la troisième députée de l'opposition. Sous vos applaudissements, bien entendu. Madame la députée, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, l'amour est un plébiscite de tous les jours. Aimer, c'est vouloir sans cesse offrir à l'autre la meilleure version de soi-même. L'amour est une réalité qui dépasse le contrat de mariage. L'amour est une réalité qui nous dépasse tous. Mais ce gouvernement, par sa mesure, en prétendant le resacraliser, va le dépouiller de ce qu'il a de plus beau. Il suffit d'ailleurs de vous écouter. Vous vous contredisez entre vous et même au sein de vos prises de parole. Comment vous faire confiance alors? Tout d'abord, vous nous avez dit, monsieur le ministre, que le divorce était une décision prise trop rapidement. Votre second ministre est ensuite intervenu, disant que le divorce était une entrée en guerre, le début d'un combat douloureux qui traumatisait tout le monde. Mais aussi, nous disant que le divorce était une excuse, une menace brandie à la légère. Ce gouvernement oscille donc entre deux visions du divorce, un divorce brandi trop facilement et un divorce qui a des airs de chaos. Vous nous avez dit ensuite, madame la ministre, que nous avions des problèmes de dialogue et de communication. Mais quels efforts de communication lorsque l'issue d'un débat est déjà certaine? Si je dialogue avec mon conjoint, nous ne sommes pas d'accord. Que va-t-il se passer? À la fin de la journée, nous restons ensemble, nos désaccords sont ainsi.
Et aucun de nous ne fera d'effort, puisque notre mariage est garanti. Dans votre mesure, l'amour n'est jamais en discussion. Or, le mariage, comme vous l'avez dit, est l'unité de base de nos sociétés. C'est lui qui structure toutes les valeurs qui donnent du corps à notre société. Le mariage est créateur de foyers. Et lorsqu'il y a des enfants, le mariage est une porte d'entrée vers le monde. C'est un prisme par lequel les individus appréhenderont la vie pour le restant de leur jour. Et ces enfants, c'est notre société de demain. Votre vision du mariage appartient à une époque révolue. Elle ne tenait que dans une société où le mariage était affaire de famille, où nos vies étaient déjà tracées avant même que nous ne naissions. Le divorce a constitué une évolution indispensable au mariage. Le divorce est la libération des femmes dans le mariage, femmes que vous avez tant citées dans votre introduction. Ainsi, ce gouvernement, en interdisant le divorce, se prive des valeurs indispensables transmises par le mariage, que sont la liberté et le consentement. Tout d'abord, le divorce est un moyen de consacrer la liberté individuelle. Se marier en sachant que nous avons la possibilité de divorcer, c'est cela, exercer notre liberté. C'est choisir la bague plutôt que les chaînes. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Imaginez, vous venez de vous marier avec votre époux ou votre épouse. Vous savez qu'il peut, dès demain, partir. Mais non, chaque jour, il choisit de rester. Il vous choisit, vous. Mais aimer parfois ne suffit pas. C'est le propre de l'humain, nous évoluons. Alors, devrions-nous condamner deux âmes qui font l'expérience d'une vie humaine, qui les emmène parfois sur des chemins différents? Prenons l'exemple d'un couple qui se voit bien mieux séparé. Une Juliette qui en veut à son Roméo de lui demander de choisir entre son couple et sa carrière. Les deux amants ne voient plus que les défauts de l'autre. Ils emmènent à se demander pourquoi même ils se sont unis. Mais alors, pour ce gouvernement, il faut qu'il s'efforce. S'efforce toujours, qu'il court droit vers le mur. Ce gouvernement veut les forcer à vivre une histoire qui, pour eux, a tourné au cauchemar. Et je prendrai votre question. Dans quelle mesure encourager la dissolution du mariage est-il bénéfique à une société qui a besoin de stabilité et d'engagement? Le problème de votre mesure, c'est que vous prétendez choisir pour nous tous. Vous prétendez nous dire quel doit être le bon engagement. Le meilleur engagement, c'est l'engagement qu'on choisit, l'engagement que l'on renouvelle chaque jour. C'est cela, le véritable engagement. Et un engagement qui n'est plus soutenu par de véritables sentiments d'amour n'est un engagement qui n'y a plus lieu d'être. Vous m'amenez donc vers mon second point. Par le divorce, nous construisons une société fondée sur le consentement. Comme nous l'avons vu, notre mariage est un prisme par lequel nous voyons tous la société. Nous allons avoir donc des foyers où l'on se choisit librement. Mais dans des foyers qui seront envahis par la discorde, eh bien, avec le divorce, on peut choisir de mettre fin à une phrase avant qu'elle ne tourne à la négative. C'est accepter une fin plutôt que de s'évertuer dans une relation allant de plus en plus vers la toxicité. Nous montrons que la base de toute relation est un consentement mutuel, un consentement qui se préserve, un consentement révocable à tout instant. Il nous faut écouter l'autre, c'est la base de tout. Et c'est en cela que nous apprendrons à nos enfants que le début de toute relation, c'est l'écoute de l'autre. Et non pas, comme le veut ce gouvernement, s'obstiner à imposer un consentement où finalement, le consentement lui-même n'a plus vraiment de valeur. Accepter le divorce, c'est accepter que parfois, l'amour ne gagne pas. C'est accepter que la vie, c'est des hauts et des bas. Je vous remercie. Secrétaire général du gouvernement. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Chère Assemblée, chers collègues du gouvernement et malgré tout, chère opposition qui, décidant à tout prix de défendre le divorce, n'a réussi qu'à divorcer avec la logique et le bon sens.
Scission que dès le début votre secrétaire général a donné à voir, la question religieuse. Mais quel rapport? Peut-être dans l'adoration sans borne que cette opposition prête au divorce, mais en tout cas, l'adoration religieuse n'est pas de notre côté. Votre Premier ministre nous réfute sur le Pax. Alors c'est très amusant puisque vous considérez que nous faisons que spéculer en pensant aux conséquences de notre réforme, mais vous spéculez de la même manière dans le sens inverse. Je suis du reste heureux de vous entendre parler, et d'entendre parler toute cette opposition de plébiscite de tous les jours. Citation bien entendu attribuée à Ernest Renan, royaliste, nationaliste, dont les valeurs sont assurément rétrogrades. Mais après tout, nous le sommes peut-être aussi. Vous nous parlez de la difficulté d'aller voir un psychologue. Je suis d'accord, c'est difficile. Mais si vous avez du mal à aller voir un psychologue, comment vous engager dans une décision de divorce longue, difficile? Cela ne tient pas. Le divorce est-il une solution dans ce cas-là? Je vois d'ailleurs un tableau idyllique que vous nous dressez, et finalement, ce tableau du divorce est tellement idyllique que cette opposition n'en a jamais vécu. Alors, on se quitte un beau jour d'été, finalement, c'est sympa, de vos questions comme de vos arguments, on voit une conception superficielle de l'amour. Alors, en somme, si se levant un matin, on décide de se quitter, faisons-le, après tout, ce n'est pas compliqué. Vous faites la promotion d'une politique de l'abandon. Car vous oubliez en somme la somme immense de devoirs, d'objections, l'un envers l'autre, administrativement, envers les enfants, et j'en passe. Je vais prendre votre question, Madame la Première ministre. Quel est le sens qui demeure au mariage s'il y a séparation des corps? Eh bien, dans la mesure où la séparation des corps n'est tout simplement pas systématiquement demandée et qu'il y a bien en effet un choix, tout simplement. C'est pas plus compliqué que cela. Votre deuxième député, chose comique, se déclare honoré d'être dans une salle de mariage et immédiatement après fait l'apologie de sa fin, et il apparaît qu'il n'a pas pris en compte les devoirs qu'un couple a envers ses enfants. Les enfants n'ont pas à être trimballés derrière des parents qui décident de s'allier ou de divorcer. Leur droit est de grandir dans un foyer et non pas dans deux foyers. De plus, on ne fait pas des enfants comme cette opposition fait des arguments, c'est-à-dire qu'on réfléchit longuement avant. Aussi, les enfants naissent dans un cadre qui doit être stable et qui le demeure, et ce, grâce au dialogue. Vous nous parlez de tromperie par dizaines, j'en déduis que vous prenez les Français pour des proxénètes excessivement libidineux et assez stupides car incapables de le cacher. Mais chacun considère le peuple français comme il veut. Enfin, si l'enfant grandit dans un cadre stable, car où les disputes se règlent, elles existent mais elles se règlent, n'est-ce pas une bien plus belle leçon d'engagement qu'un divorce qui reste un signe visible et quotidien de l'échec d'une relation? Votre troisième ministre nous a parlé d'amour. Alors, je ne vois qu'un seul point commun entre l'amour et votre discours, c'est qu'on a beau les sonder, on n'y comprend pas grand-chose. Vous nous reprochez deux visions du divorce. Et c'est vrai, nous en proposons deux. Mais ces deux visions sont également dangereuses, l'une comme l'autre. Alors vous nous reprochez de parler de la réalité, nous en sommes désolés, mais il faut considérer ces deux visions. Vous avez une définition bien triste de la liberté par ailleurs. La liberté serait, à vrai dire, une liberté d'indifférence. On choisirait un matin, on choisirait autre chose un autre matin, et finalement, quelle différence cela ferait? Nous proposons une liberté de l'engagement. Celle-ci est bien plus forte, car en vous engageant, en sachant que ce sera difficile, contraignant, vous témoignez d'une liberté bien plus forte que celle finalement d'un engagement qui n'en est pas un, parce que si vous pouvez un jour comme un autre réfuter un engagement et y mettre fin, ce n'en est pas vraiment un, c'est simplement une décision conjoncturelle et passagère. Alors que nous proposons un engagement définitif, témoignant d'une liberté bien plus forte. Vous nous parliez d'écoute, et nous sommes heureux qu'à ce titre, vous repreniez l'argumentaire de notre troisième ministre, cependant en le dévoyant. Quant à nous, notre position est claire. Elle vise en premier lieu une chose, la défense des mariés. C'est cette défense que le Premier ministre a tenu à rappeler, défense contre un mariage qui, bien souvent, est réduit à l'état de simples moyens pour des fins indignes. L'argent, les biens, tant de choses qui parfois supplantent l'amour, le supplantent dans le cœur des hommes. Et pour chacun de ces pervers qui, voulant tirer du mariage un bien, sera prêt à tout, il y a des victimes. Victimes de leur crédulité peut-être, victimes d'une société assurément. Et supprimer le divorce, c'est empêcher un stratagème malhonnête. Et c'est sauver autant de personnes qu'il y a de personnes perverses prêtes à sacrifier quelqu'un sur l'autel de leur volonté. Défendre un mariage qui soit une fin en soi, c'est aussi défendre l'égalité. Et l'égalité de la situation matrimoniale, comme notre deuxième ministre a tenu à le présenter. Vous avez un salaire, vous gagnez de l'argent, vous gérez des enfants, vous êtes à la maison. Mais dans les faits, le jour où il faudra divorcer, celui qui aura plus de moyens, celui qui aura plus de temps, celui-là pourra avoir un meilleur avocat, de meilleures situations, de meilleures affaires et récupérer un divorce qui sera à son avantage. Jusqu'ici, me direz-vous, nous avons été bien tristes, et c'est vrai, la vie est parfois dure. Mais notre troisième ministre a su rappeler en quoi cette mesure, en apparence délétère, est la base d'un monde plus doux. Le dialogue, l'apaisement, la parole. Aimer, non pas par sentiment, mais par choix. Aimer en vers, aimer en prose, aimer en vers et contre tout. Toucher un peu le ciel, se voir pousser des ailes. Pour un cœur aimant, il n'est rien de plus doux. Cela n'est pas facile. Notre mesure ne l'est pas non plus. Mais restaurer l'amour,
avec un grand A en vaut la peine. Je vous remercie. Secrétaire général, la parole pour conclure du côté de l'opposition est à monsieur le secrétaire général de l'opposition. Secrétaire général, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, en ce soir de Saint-Valentin, nous aurons au moins appris une chose. Comment transformer l'amour en prison? Comment transformer l'amour qui émancipe, qui est au cœur de tous nos rêves? Comment le transformer en une prison, en des barreaux qui nous enferment à vie? Nous aurons au moins appris ça ce soir. Alors que le plus beau dans l'amour, comme nous l'avons rappelé, comme l'a rappelé ma chef de l'opposition, c'est avant tout parce que l'on reste, parce que l'on aime la personne. Parce que l'on sait que l'on peut partir à tout moment, à tout instant l'on peut partir. Et l'on reste quand même parce que l'on aime, et non pas parce qu'on est enfermé dans cette prison. Pour savoir si cette proposition sera acceptée ou rejetée, il faudra savoir lequel de ces deux mondes que nous vous avons offert ce soir présentera le plus d'avantages pour la gestion des violences dans le couple, de l'instabilité familiale et des valeurs qui vont se diffuser dans la société. Cela a été les trois grands thèmes de ce débat ce soir. Je vais revenir sur chacun de ces trois grands thèmes et montrer pourquoi vos arguments, malheureusement, n'ont pas été convaincants. Tout d'abord, sur la gestion de la violence dans le couple. Alors, vous nous avez parlé de procédures de justice permettant de défendre les femmes battues, mais au final, à la fin de ce débat, on ne sait toujours pas quelles sont ces procédures de justice. Cela a été très peu clair. Votre projet n'a pas donné les contours exacts, mais je vais quand même tenter de le réfuter. S'il y a une procédure de justice d'annulation du contrat de mariage, cela veut dire qu'il y a eu un délit. Cela veut dire qu'une femme ou un homme a été battu, violenté. Dans votre monde, il faut donc attendre que la femme soit battue, violentée ou morte pour pouvoir divorcer. C'est dangereux. Le divorce, lui, au contraire, permet l'anticipation. Permet, quand on voit que la violence commence à dégénérer, permet d'anticiper pour éviter le pire. Ce que votre monde, malheureusement, ne permet pas d'éviter. Sans parler du manque de preuves. Dans ce cas-là, la femme n'aura simplement aucun moyen d'échapper à cette prison et se verra condamnée à la prison à perpétuité et à l'enfer. Enfin, vous nous avez dit, sur ce thème de la gestion de la violence, que le divorce est une fracture. Mais oui, le divorce est une fracture. Et la vie, c'est une fracture. Et justement, le divorce donne ses valeurs essentielles à la société. À partir que le divorce est une fracture, vous n'avez donné aucun argument de pourquoi cela serait un problème. Vous prétendez protéger les femmes, les enfants, mais comment vont faire les femmes battues pour partir? Comme je viens de le montrer, elles n'ont aucun échappatoire. Comment vont faire les enfants face à cette tromperie permanente, comme nous l'avons rappelé? Tous les enfants qui vont être faits en mariage, comme l'a rappelé également mon deuxième ministre Samuel, tous ces enfants qui vont être traumatisés, comment comptez-vous les protéger? Au terme de ce débat, l'on ne le sait toujours pas. Sur l'instabilité familiale peut-être, vous n'avez apporté non plus aucune réponse à comment faire si l'amour s'essouffle, car oui, l'amour est éphémère. Oui, l'amour peut durer toute la vie, et je souhaite que mon amour dure toute la vie, mais peut-être qu'un jour il s'éteindra. Et que faire dans ces cas-là? Mais nous n'avons pas eu de réponse de la part du gouvernement. Vous avez, oui, des grandes élancées poétiques, mais aucun argument. Oui, l'amour peut ne pas durer toute la vie. Oui, les gens changent. Et que faire dans ce cas-là? Eh bien, vous êtes condamné à rester dans votre prison. Sur la séparation des corps, votre réponse a été qu'elle n'est pas toujours demandée. Très bien, c'est facilement mis de côté. Mais que faire quand elle est demandée? Que faire? Dans ce cas-là, le mariage n'a plus aucun sens. C'est un mariage de fait, mais pas de droit. Les gens seront tout de même séparés. Donc plutôt que d'enchaîner les blagues sur l'amour et les arguments, il aurait peut-être fallu nous expliquer tout ça, car votre projet reste encore très peu clair à ce sujet-là, sur l'instabilité familiale, malheureusement. Vous nous avez dit, sur l'instabilité familiale, qu'un mariage sur deux terminait en divorce, mais désormais un mariage sur deux terminera à la prison à perpétuité et à la violence. Gouvernement, je vous laisse une dernière chance. Comment échapper, cher monsieur, à une augmentation de la violence lorsque l'on sait que la procédure de divorce pendant celle-ci augmente la violence et la véhémence des conjoints? Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Est-ce que vous pouvez la reformuler? Comment échapper à une augmentation de la violence avec le divorce, lorsqu'on sait que pendant la procédure de divorce, les violences sont nombreuses, souvent encore plus difficiles que sans cette procédure? C'est faux ce que vous venez de dire, monsieur. C'est faux? Mais je suis désolé. La violence dans un divorce, oui, il y en a. Oui, évidemment, il y a de la violence dans un divorce.
Mais c'est anticiper toute la violence qu'il y aura pu avoir ensuite. Si deux êtres qui souhaitent se séparer ont tant de tensions entre eux, mais alors que cela aurait-il fait s'ils étaient restés ensemble? Cela aurait été encore pire. Donc je suis désolé, c'est tout simplement faux. Et sur le dernier thème, sur les valeurs de la société, vous avez dit que désormais les mariés réfléchiront plus avant de se marier. Oui, mais cet argument ne tient pas la route non plus. Les gens changent, les gens peuvent avoir des traumatismes, les gens peuvent changer, la personne que vous aimez de tout votre cœur peut dans 20 ans ne plus être la même. Et donc votre argument ne tient à nouveau pas la route. Au final, les deux mondes que nous avons eus, c'est un monde qui menace toute la famille, qui menace les enfants, qui menace les femmes qui seront battues. Ce sont des enfants qui seront traumatisés par la tromperie, par les relations en mariage, qui se retrouveront sans parents stables et mariés. Nous, ce que nous proposons en statu quo, c'est un divorce qui, certes, à court terme peut être douloureux, mais qui assurera l'apaisement sur long terme pour toute la famille. Et entre nous, cher gouvernement, en toute honnêteté. Si nous sommes là, un grand sort de Saint-Valentin, à faire des grands discours théoriques sur l'amour et le couple, c'est que nous maîtrisons plus la théorie que la pratique. En pratique, vous n'aurez jamais un mariage pour l'éternité. Ce que vous obtiendrez, ce sont des douleurs, des souffrances et des séquelles qui, en revanche, elles, seront bien éternelles. Pour délibérer. Et que l'on peut applaudir aussi. Comme le dit notre secrétaire général de l'opposition, plus de théorie que de pratique. Et aujourd'hui, on va continuer la pratique. Donc pas celle de l'amour, mais celle de l'art oratoire. On a pour habitude, pour coutume, souvent lorsqu'il y a des plaidoiries d'éloquence, de faire ce que l'on appelle une contre-critique. La contre-critique, c'est l'occasion de dégonfler l'ego des orateurs. Aujourd'hui, ils se sont servis, cette contre-critique, au travers de leur réfutation et du merveilleux travail de leurs secrétaires généraux qu'on peut encore applaudir. Et en ce sens, on aimerait vous proposer ce soir une différente facette de l'art oratoire. Vous avez eu l'occasion de voir une brillante performance de débat parlementaire, où il y a plein de règles, plein de codes. Mais l'éloquence est bien plus large. L'art oratoire est bien plus large. Il y a les plaidoiries, les joutes, le débat. Et ce soir, j'ai 3 orateurs que j'aimerais vous présenter, qui sont de merveilleux orateurs. Et j'aimerais commencer par un petit teaser que je leur ai donné carte blanche. Carte blanche parce que j'ai une totale confiance en ces orateurs. Une totale confiance aussi dans leur maîtrise du verbe, dans leur cœur, qui ce soir, ils vont ouvrir pour vous. Et on peut applaudir d'abord le vice-président de la Fédération francophone de débat, Théophile Darvel. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Manille encore, de Jeanne en Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse?
ou bien fille de roi, que m'importe son sang, puisque je suis artiste, et que l'amour dicte sa loi. Pauvre Maxence. Si vous êtes comme moi tombé un jour amoureux de la musique de Michel Legrand et des couleurs de Jacques Demy, alors, je le sais, vous vous êtes forcément reconnu dans la chanson de Maxence. L'amour romantique qu'il décrit donne à rêver, c'est vrai. Et vous serez aussi d'accord avec moi, je le pense, lorsque je vous dis que le portrait qu'il peint est un petit peu limité. Regard innocent d'un Botticelli, mèche blonde, comme de l'or en bataille, ses yeux, ses mains, sa démarche. Bon, c'est un petit peu adolescent comme vision de l'amour. S'il savait, Maxence, si seulement il savait que l'amour, c'est bien plus que ça. L'amour, c'est, par exemple, c'est lire un vers d'Hugo, d'Aragon, de Prévert et instantanément penser à quelqu'un. L'amour, c'est ne plus réussir à écouter quelqu'un parce que vous vous êtes perdu quelque part sur son visage. L'amour, c'est être d'un coup troublé, car un inconnu ou une inconnue partage dans la rue son parfum. L'amour, c'est être mieux bercé par des ronflements que par le silence d'une absence. L'amour, c'est n'avoir qu'une seule chose en tête, du matin au soir et du soir au matin. L'amour, c'est s'inventer une langue qui n'appartient qu'à nous, qui fonctionne en bruit et en onomatopée parfois. L'amour, c'est s'endormir heureux sur un 5e du lit. L'amour, c'est se réveiller comblé par un matin partagé, un café chaud et un baiser sur le museau. Mais encore, s'il n'y avait que l'amour passionnel, s'il n'y avait que ça, on pourrait pardonner à Maxence. On pourrait se dire, oui, finalement, c'est vrai, il a raison. Mais il n'y a pas que ça. L'amour, c'est pas que ça. L'amour, c'est aussi scroller Instagram pendant des heures à la recherche du reel parfait à envoyer à un pote. L'amour, c'est acheter un cadeau plusieurs mois en avance, simplement parce qu'on a vu l'objet, qu'on s'est dit, purée, ça c'est lui, ça c'est elle, et on ne peut pas se permettre de passer à côté. L'amour, c'est laisser passer la vie et ne pas parler à quelqu'un pendant des mois, parfois des années, et tout d'un coup reprendre la conversation comme si de rien n'était. L'amour, c'est se remémorer des souvenirs passés quand on voit un ami devenir adulte. C'est être disponible un dimanche matin pour un déménagement. Et là, je ne parle que de l'amour fraternel, l'amour d'amitié, celui qu'on apprend à apprécier quand on est grand, celui qui nous fait sauter le pas et dire « je t'aime » à un ami. Mais si encore il n'y avait que ça. Parce que le premier amour, celui avec lequel on naît, il est inconditionnel. Vous le connaissez, cet amour. C'est une comptine chantonnée au-dessus d'un berceau. C'est une passion partagée au fil des années. C'est cuisiner à 2 ou 3, s'engueuler dans la cuisine sur la cuisson du beurre blanc et finalement déguster le meilleur filet de bar que vous n'ayez jamais mangé. C'est pardonner à ses parents leurs erreurs de jeunesse parce qu'on a grandi et ça y est, on pense qu'on a compris. C'est accepter difficilement que si, ton petit frère ou ta petite sœur a 18 ans maintenant et c'est un adulte. C'est ne plus pouvoir écouter un album que pourtant l'on adore parce qu'il nous rappelle trop les souvenirs de quelqu'un. L'amour, c'est tout ça et c'est tellement d'autres choses. C'est un rayon de soleil dans la poussière d'une chambre partagée. C'est la rosée du matin dans un jardin pluvieux. C'est une veillée entre amis avec une bière à la main autour d'une vieille table en plastique récupérée dans la rue. Alors je pourrais continuer à vous lister des exemples tous plus émouvants que drôles. Mais vous le savez, en réalité, je ne décrirai qu'une fraction de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est tout ça,
mais c'est surtout le reste. Personnellement, j'ai grandi dans une famille protestante. Et quelque chose que l'on m'a dit assez jeune, c'est « Dieu est amour ». On me l'a répété, Dieu est amour, il faut que tu ailles au temple, il faut que tu ailles à l'église, Dieu est amour. J'ai bien aimé, ça m'a plu, j'ai trouvé ça sympa, c'est sexy de dire Dieu est amour. Mais je pense qu'on peut faire mieux que ça. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai envie de plus. J'ai envie, en fait, de dire que ça ne me suffit plus de penser que Dieu est amour. Aujourd'hui, je veux faire de l'amour mon Dieu. Je veux et j'aimerais qu'en ce jour de Saint-Valentin, tous ensemble, nous dépassions les ambitions de Maxence. J'aimerais que tous ensemble, nous érigions un temple dont les fondations seraient l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour charnel, l'amour passionnel et l'amour inconditionnel, un temple dont les murs seraient faits d'attention, de quotidien partagé et de baisers volés. Un temple à l'abnégation, un temple au don de soi, un temple au nom de lui, au nom d'elle, au nom de toi. Merci beaucoup Théophile. Pour poursuivre cette soirée, j'aimerais vous présenter deux orateurs, l'un que j'ai rencontré cette semaine. En début de semaine, j'ai eu la chance de juger Lysias-So, les quarts de finale de Lysias-So avec Corentin, qui est aujourd'hui juré. Et j'ai rencontré un orateur qui nous a fait une performance incroyable. Beaucoup d'orateurs étaient impressionnants en cette soirée-là. Et mon cœur saignait quand je n'ai pas pu le faire passer au tour d'après, parce que vraiment, son talent est immense. Et vous pouvez l'applaudir. Premier soir. Elle avait 19 ans, moi 18. Elle avait des cheveux longs, moi courts, des yeux bleus, moi noirs. Elle était belle, moi laid. Elle avait tout à perdre, moi tout à gagner. Ce soir-là, elle est entrée dans ma vie comme une remontada du Paris Saint-Germain un mercredi soir. Personne ne s'y attendait. Deuxième soir. Encore plus belle, elle avait tout pour plaire. J'aimais tout chez elle. De son rire à faire grincer une porte, à son accent du sud qui transforme l'eau en ricard, ou encore, en passant par ses lèvres, à faire rougir un ivrogne. Troisième soir. Alors, par volonté de simplification pour mes camarades juristes dans la salle, j'ai volontairement traduit la situation. Par une courte missive, elle me met en demeure de mettre fin à notre avant-contrat, avant l'arrivée du terme, pour cause de force majeure. Pour les profanes du dernier rang, ne vous inquiétez pas, je vous explique. Par SMS, elle m'écrit SLT, virgule. Désolé, j'ai déjà un mec. Alors, vous l'aurez compris, je n'étais plus dans son équation. J'étais une variable écartée, sur le banc de touche. J'ai été pour elle une sorte de fascination scientifique à l'image des enfants que l'on emmène en sortie scolaire au zoo. Une rigueur mathématique pour ce front aux dimensions du Parc des Princes. Bref, elle ne voulait plus me revoir. Mesdames, messieurs, et surtout toi, femme de ma vie, peut-être dans la salle ce soir, bonsoir. Si certains ici peuvent raconter leur rencontre en un CM, vous aurez compris, je me contenterai d'un simple poème.
Mes histoires amoureuses sont courtes, et il faut dire que je ne suis pas doué. Certains et certaines me diront que ce n'est pas la durée qui fait la qualité. Alors, ce soir, je n'ai jamais été autant écouté un 14 février, alors j'en profite, mesdames, prenez note, mon Instagram, steve.loriot. Et d'ailleurs, si jamais, je serai à la sortie de la mairie en quête d'augmenter mon capital économique dans le 16e arrondissement, donc n'hésitez pas. Ce soir, je serai un peu votre Cupidon. Et oui, surprenant. Elle court, la maladie d'amour. Sacré Sardou. Alors si certains ici vont courir plus vite vers le bar que vers l'amour, laissez-moi redresser le cap de ce bateau et vous livrer mes observations de Cupidon. Car c'est bien connu, le coach ne joue pas. Aimer, c'est ressentir des sentiments merveilleux. Aimer, c'est rendre la mer, tume, pacifique. Aimer, c'est écarter les perfides et les perturbateurs. Aimer, c'est réussir à réchauffer un cœur d'arty, chaud. Alors, j'en appelle à un argument d'autorité. Papa, maman, dites-moi, comment vous avez fait? 25 ans de mariage? Maman, comment as-tu fait pour le supporter? Papa, comment as-tu fait pour ne toujours pas avoir appris à cuisiner? Aimer, c'est trouver une partie de soi, rencontrer sa moitié. Ce n'est pas pour rien que l'on dit trouver son âme sœur. C'est trouver une nouvelle partie de soi, une partie qui donne du sens à notre existence. Platon nous disait déjà que l'amour permet à l'homme de s'améliorer. Quand on aime, on veut être bien vu, de l'être aimé, pour peu qu'il ne soit pas myope. Mesdames, messieurs, vous pouvez baisser vos mains, la prise d'otage s'arrête. Je ne vais pas décrocher ma flèche de Cupidon, promis. Certains en rêveraient, mais laissez-moi vous dire une dernière chose. Comme Ulysse, notre voyage, victime d'intempéries, de Marseille à Paris, de l'erreur à la réussite, chers amoureux, je vous félicite. Messieurs, en ce vendredi de Saint-Valentin, si l'égarement s'invite en votre destin, dites-vous bien que l'échec n'est qu'un détour et que la réussite éclot à son tour. Mesdames, croyez en cette épopée, car tout naufragé peut renaître et rêver. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, car l'amour, tel un phare, éclaire chaque rivage. Merci beaucoup Steve, on prend note de ton Instagram. Le rôle d'une fédération, c'est de représenter ses clubs. Et alors que la FFD devient trop grosse, créer du lien avec ces clubs, c'est plus difficile. Pour pallier à ce problème, on a une fédération régionale. Et aujourd'hui, on a Paris-8 la révoltée, Révolte Wasserbonne, Lisiasso, ESCP, HEC, Nanterre, Sciences Po. On a tout un ensemble du cosmos, du petit monde de laboratoire de la rhétorique qui est présente. Il y a un orateur dont la voix m'a émerveillé pendant cette coupe francilienne. Ça fait 1 an que je le connais. Vous pouvez l'applaudir. Guillaume! Alors, qu'est-ce qu'on a? Emmanuel Macron. Je vous aime. Est-ce le plus beau des bonheurs, chaque jour, sentir ton regard et le mien en retour, incendiant mon insolence de velours? Canard, mais pas encore blindé d'oseille, je sais que rien n'achètera un bon sommeil, mais je veux que mes rêves soient sous ton soleil.
Éternel romantique de bonne foi, je remercie la vie pour tous tes mauvais choix, si c'est grâce à eux que je suis avec toi. Ce message a été laissé en vue. Aïe, mais moi je vous le dis, c'est bien fait. C'est même mérité. Il a été inspiré, ce message-là, pour écrire un poème, mais il n'a pas été suffisamment inspiré pour aller le déclamer. Et oui, cette personne-là a juste fait un texto. Il a pris son téléphone et il a mis toute son âme, tout son cœur, tout ce qui fait sa vie, tout ce qui le fait vibrer dans un texto. S'il lui avait déclamé, ça aurait été différent, j'en suis sûr. Parce que j'aurais été là. Oui, je me permets de me présenter, très chère assemblée. Certains m'appellent le messager de l'amour ardent, la source des rendez-vous galants, la genèse de tous vos papas, mamans, le véritable, le seul, l'unique Cupidon. C'est moi, pas le précédent. Et très honnêtement, en ce moment, Cupidon, c'est pas un métier passion. On m'appelle plus, on me snob, on me boycotte, c'est la fête, ça y est, vous prenez vos aises. Vous vous aimez comme vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux comme un cœur qui aime. Mais je vous avouerai que moi, à l'époque, ça m'a conforté. De participer à ce grand festival de l'amour, ma routine a été formidable. Je voyais deux inconnus avec des rêves, des ambitions, mais sans envie de se lier avec une quelconque façon que ce soit, pour ne pas se dépendre de son désir et de l'amour de l'autre. Et moi, embusqué, comme ça, paf, je tirais. C'était un tableau de chasse incroyable, des bambis qui tombaient. Et puis des fois, on me demandait. Alors, l'audace de certains était scintillamment touchant. Des grands bouquets de roses alors qu'il n'y avait pas de fleuriste. Des couples qui épistolent sur des jours d'intervalle. Et puis, c'était la grande époque. Il y avait mon champion, Roméo. Il a matrixé tout le monde. C'était le pire des dramas. J'avais jamais revu ça depuis Bonnie and Clyde ou Drake avec Rihanna. Je vous avouerai qu'on rigolait bien à l'époque. Et oui, rajoutez à Bag le L de loser et vous avez une belle blague. On rigolait bien à l'époque, mais vous avez décidé de rompre. Vous avez décidé de réinventer cet amour. Mais on aurait pu continuer à rire ensemble. On aurait pu continuer à se voir, on aurait pu rester amis. Je suis heureux pour vous. Vous avez trouvé mieux ailleurs. On doit rompre maintenant. Vous voilà sur Fruits, Tinder, Hinge, à choisir vous-même vos coups de foudre, à décider de vos formes de relations, à faire l'amour par amour ou non. Vous avez réinventé l'amour, alors on doit rompre. J'espère que vous êtes heureux. À épistoler avec Snap sur Flamme, à flirter avec Instagram, et au fond, ce que vous dites, ce sont les mêmes mots, les mêmes je t'aime. Alors on doit rompre, vous le savez. Mais vraiment, c'est pas vous, c'est moi. C'est comme ça, on a grandi différemment. On était les bonnes personnes, mais au mauvais moment. Et de toute façon, je suis Cupidon, je trouverai une autre passion, je ferai de l'éloquence, peut-être un jour à la Coupe de France. Bref, aimez-vous, continuez à réinventer. Peu importe la manière, car comme dirait l'alphabet, après le Q, il y a R. Un exercice que l'on fait à la FFD pour gagner du temps, mais aussi pour avoir votre opinion, parce que c'est l'occasion de porter sa voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient? Non. On fait souvent ce que l'on appelle la tribune aux harangues. Une tribune aux harangues, c'est l'occasion pour le public de donner son avis sur le débat qu'il a vu. Donner son avis, plaider. Si vous avez quelque chose d'autre à dire, et en ce jour, j'imagine que vous pouvez dire des choses, vous pouvez prendre la parole. Maintenant, aussi à ce petit moment commercial de la FFD. Pour soutenir la FFD, on est une association qui est à intérêt général, spécialisée sur l'éducation populaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils sont ceux-là? Pour faire des donations, on a envie de vous rendre quelque chose.
Pour la maudite somme de 10 €, on vous offre un pins comme ceci, que l'on a actuellement. 10 €. Oh 10 €, c'est cher pour un pins. Mais c'est pas cher du tout pour l'organisation de compétitions qui sont gratuites pour tous les étudiants, pour l'organisation de formations une fois par mois, animées par des professionnels qui sont gratuites elles aussi, systématiquement. On intervient à Argenteuil, à Villetaneuse, à Lille, à Londres, à Paris, à Lyon bientôt. Toutes ces associations-là, tous les événements que l'on organise sont systématiquement gratuits. Donc si vous voulez nous soutenir, payer quelques pintes à nos formateurs et à nos organisateurs, ce serait avec plaisir. Et pouvoir vous procurer, c'est merveilleux. Est-ce que Théophile, tu peux le lever? Peut-être que vous connaissez déjà. C'est auprès de Théophile que vous allez pouvoir vous les procurer. Maintenant, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient prendre la parole pour peut-être compter leur amour, exprimer leur opinion sur ce débat? Oui, on applaudit Omran. Il a gagné la Coupe de France lycéenne l'année dernière et il s'est arrêté malheureusement en quart de finale de la Coupe francilienne, pardon, et on peut l'applaudir. Alors j'aimerais rajouter un petit détail à la biographie que m'a fait Tom. On s'est fait sortir contre eux. Donc voilà, on s'est salement fait sortir contre eux. Donc voilà, je pense que c'était à souligner. La blague a déjà été faite. Moi aussi, je passe ma Saint-Valentin seul. Mais en réalité, je pense que ce soir, j'ai pu voir que je n'étais pas vraiment seul. J'ai pu rencontrer un peu, redécouvrir, rencontrer l'amour de ma vie, qui est l'éloquence, qui est le débat. Merci. ça fait chaud au cœur. Et je voulais remercier ces 4 individus de Sciences Po, ces 4 jeunes préparationnaires, jeunes étudiants, d'avoir fait vibrer le débat aujourd'hui et remercier aussi la FFD d'avoir organisé ce débat. Voilà, merci Tom. Je pense que d'abord on doit vraiment... On a eu une belle promotion des pins il y a quelques instants. Je pense qu'il faut faire maintenant la promotion de Tom et de toute l'équipe. Donc déjà, j'aimerais les applaudir. Merci à eux. Parce que franchement, je trouve ça vraiment beau de permettre à des jeunes lycéens comme nous, bon, on n'est plus vraiment lycéens, mais permettre à des jeunes comme nous de pouvoir se frotter au plus grand, de pouvoir goûter au débat universitaire. C'était vraiment une expérience incroyable. Et vraiment, je vous remercie. Par exemple, il y a Iyad, que je tiens à saluer, à féliciter encore, qui est jeune, qui est encore au lycée en seconde et qui a pu se frotter et choquer vraiment les universitaires. Donc vraiment, c'était vraiment audacieux et on s'est régalé pendant cette aventure. Parce que les universitaires sont bons, vous êtes bons, mais ils n'ont qu'à bien se tenir parce que les lycéens sont bouillants. Ça, il faut le savoir. Et je vous remercie aussi de nous avoir bien représentés. Et peut-être que, qui sait, à la Coupe de France, ce sera encore des lycéens en finale. Merci à vous. Première édition de la Coupe francilienne, en effet, j'ai eu un petit côté sadique. J'ai sélectionné quelques lycéens pour représenter la FFD et taper sur les universitaires. Et ça a marché. Certains ont pleuré, perdu, parce que l'équipe qui était composée exclusivement de lycéens est arrivée jusqu'en quart de finale de la Coupe francilienne. Merci aussi Omran pour les organisateurs. Ici, peut-être qu'ils pourraient se lever avec Sarah notamment, Sarah, Chirine, Ambre à qui on pense, Daniel, Anna, merci pour les photos. Les personnes qui représentent la Fédération francophone de débat du Grand Paris sont tous issus des clubs de la région Île-de-France, des clubs de la FFD. J'ai voulu prendre des personnes qui viennent à la fois des clubs qui sont représentés par la FFD
ces clubs qui vont participer à l'émulation de narrateur. Et je pense qu'il y a un orateur qui est peut-être le plus jeune, ici ce soir, qui aimerait plaider. Yann, on t'applaudit. Merci Omrad. Du fond du cœur. Et merci à vous tous, parce que franchement, mon cœur il a battu très très fort. Imaginez une porte, des moulures, la peinture dorée, du marbre, une belle porte sculptée, massive et imposante comme nos orateurs. On la franchise avec espoir, on la ferme avec confiance. Mais un jour, l'air se fait irrespirable. On tremble, la lumière disparaît, à l'image de votre amour et de votre bonheur. Et l'on découvre avec effroi qu'il n'y a plus de porte, sans issue. Prisonnier d'un serment devenu fardeau, condamné à une union devenue froid, c'est sans issue pour moi. L'histoire est jalonnée dans ces verrous que l'on croyait éternels, dans ces interdits que l'on pensait indiscutables. Mais des siècles d'évolution ont prouvé une vérité immuable. Aucune chaîne n'est indestructible si l'homme décide de la briser. Regardez Rome, berceau du droit, où l'on savait déjà que le mariage devait être consenti. Ou regardez la Révolution française, citoyens, balayant l'obscurantisme pour proclamer que l'individu a le droit au bonheur et à la liberté. Regardez notre époque, où l'amour se veut libre et où chacun revendique le droit d'entrer en union, mais aussi d'en sortir. Interdire le divorce, ce n'est pas protéger le mariage. Interdire le divorce, c'est le trahir. Parce qu'un mariage contraint, c'est pas un mariage en fait, c'est une captivité. Alors oui, battons-nous pour un droit que nous avons déjà. C'est intéressant, mais défendons le droit d'aimer, mais aussi de dire ça suffit. Parce qu'on ne n'est pas orateur, on le devient lorsque l'on défend une cause qui mérite d'être entendue. Avec vigueur le jury. Citoyennes, citoyens, j'aimerais vous rappeler avant toute chose que le mariage est un sacrement. Et ce soir, nous accueillons des époux, mari et femme, deux équipes qui vont se donner la main pour la vie. Le 20 septembre 1792, c'est la victoire de Valmy, mais c'est aussi la première fois que la France révolutionnaire fait passer la loi sur le divorce. Nous avons donc ceux qui sont les révolutionnaires qui défendent le divorce, et de l'autre côté, nous avons ceux qui, à l'instar des réactionnaires de la Restauration en 1816, veulent remettre en place le divorce. Nous avons donc eu ce soir un débat entre royalistes et républicains. Mais, comme les orateurs et les oratrices ne défendent pas nécessairement leur position propre, et que les jurés non plus ne choisissent pas en fonction de leurs convictions, nous avons regardé, point par point, nous avons pu analyser, en fonction, vous savez, de la fameuse chaîne des pourquoi, dont l'ayatollah et pasteur tout à l'heure, Monsieur Moustache, est venu en musique, vous la rappelez, j'imagine, et vous l'a asséné pendant toute cette coupe.
Et nous avons pris une décision, évidemment. Mais bien avant de vous rendre cette décision, j'espère que vous avez du temps, nous allons procéder à quelques retours. J'appelle donc à la barre le citoyen Moïse pour ouvrir le bal des retours sous vos applaudissements. Alors, cher gouvernement, chère opposition, chère assemblée, monsieur le président du jury, merci de me donner la parole. Vous allez comprendre effectivement que je viens effectivement pour ouvrir le bal. Je ne vais pas être très pédagogique. Vous savez, chez moi, faire un débat sur le divorce le 14 février, ce sera un crime en fait. De quoi se faire lyncher. Mais félicitations à vous, vous avez tenu le changement. J'ai assisté à un débat super passionnant. Je voudrais surtout ne pas faire de pédagogie, je vais leur laisser le faire, mais je vais plutôt vous parler un peu du Togo. Nous avons aussi l'habitude de faire le débat parlementaire. Mais dans ce style aussi dynamique, prendre des questions, faire des réputations de façon systématique, nous n'en avons pas encore la culture. Et moi, j'ai été super impressionné aujourd'hui de voir autant de talent. Je voudrais surtout vous féliciter. Féliciter cette opposition, féliciter ce gouvernement et vous dire que moi, j'ai assisté à un formidable match. Il y avait de l'éloquence, il y avait de l'argumentation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas senti surtout ce côté sacrifice qu'il y a chez nous. Nous, en Afrique, on est très habitués avec le mariage arrangé. On est très habitués à ça. On y reste même parfois toute une vie, un peu comme une carrière politique. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce gouvernement. Mais je ne vais pas trop l'antiponner. Merci à vous. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir fait partie de ce jury. Je ne sais pas encore l'équipe qui va gagner, mais bravo quand même à tout le monde. Merci, monsieur le président. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse de faire partie de ce jury et d'être aux côtés de Moïse qui lui représente, qui est un champion du Togo. Ce qui est merveilleux ce soir, c'est que nous avons aussi des champions français vraiment, c'est tellement précieux de se rendre compte que le débat partout s'exerce, que la rhétorique partout est encore un exercice vivant qui nous réunit ce soir, qui nous réunit aussi à travers les âges. Et il y a de ces mariages heureux qui sont un petit peu plus vieux. Je vais inviter Solène à se marier avec moi pour défendre deux choses qu'on croit fondamentales en rhétorique pour sa réussite, son succès. Vous noterez qu'elle essaye de me passer la parole sur un sujet dont je n'ai aucune idée, mais je vais la prendre. Et justement, en parlant de sujets dont je n'ai aucune idée, ce soir, vous avez débattu avec aplomb sur un sujet duquel vous n'avez aucune idée. Et il faut n'en avoir aucune idée, je pense, pour en débattre avec autant d'aplomb. Mais, du coup, ça transitionne parfaitement sur le sujet qu'on voulait aborder avec Louisa aujourd'hui, c'était celui du fond et de la forme, de l'éloquence et de l'argumentation, et de comment les deux doivent s'ajuster dans un équilibre précaire dans des exercices comme celui-ci. Parmi vous, certains ont été frappés du don de l'éloquence, je dirais même du panache, et d'autres d'une langue acérée qui a la capacité de réfuter à tour de bras sans même y réfléchir. Certains d'entre vous cumulent aussi ces deux qualités, mais ça n'est pas le cas de tous. Et c'est justement à ça qu'on veut vous inviter. C'est vraiment d'aller chercher cet équilibre entre le panache, le rire, l'esprit, le verbe haut, mais également le fond, l'argument complet, et j'en référerai aux ayatollahs de la chaîne des pourquoi, un argumentaire qui est vraiment fouillé, qui est approfondi, etc. Vous nous avez au demeurant régalé d'arguments, en particulier dans une position qui était très difficile à tenir et que vous avez défendue vraiment avec énormément d'aplomb, de persévérance et de courage. Et merci beaucoup aux deux équipes qui nous ont vraiment véritablement impressionnés.
va passer la parole, en fait, juste pour synthétiser tout de même. Ce qui est important. Je n'ai pas le droit de divorcer. Oui, on n'a pas le droit de divorcer ce soir. Mais jamais en éloquence. La rhétorique, elle nécessite un fond solide. Le fond, c'est l'argumentaire. L'argumentaire, on doit le retrouver. C'est ce qui est nécessaire pour gagner une coupe de débat. On doit le retrouver dans chacun de vos discours. Vous avez 2 points qui sont attribués à ce critère. L'argumentaire solide doit être cohérent entre chacune des équipes, mais aussi au sein de l'équipe, mais aussi au sein même de votre discours. Mais seul, il ne peut pas, il ne vint pas. Il nécessite ce qu'on appelle l'éloquence. L'éloquence, c'est ce qui va venir l'enrober, c'est votre lyrisme, c'est votre style, c'est votre plume, c'est votre conviction. Et de la même manière, cet exercice du débat vous invite à venir le parfaire et à habiller vos arguments, les arguments que vous avez solidement choisis, de cette fleur, de ces fleurs, pour en faire un très très joli discours. Je crois que ce soir, vous vous êtes essayé à cet exercice et c'était merveilleux de vous entendre. Et on va céder la parole à Hugo. Non, à Corentin. À Corentin. Oui. Bonsoir à tous, rebonsoir. Nous sommes déjà serrés la main, bien joué pour ce petit coup-là. Je voudrais déjà vous rassurer sur 2 choses. La première, c'est que malgré mon habitude, je stresse depuis 5 minutes en attendant, donc ça ne part jamais vraiment, parce que c'est vraiment rassurant, c'est une bonne question. Je crois que ça l'est un peu. La deuxième chose, c'est que malgré le fait que je passe en dernier, je ne vais pas faire secrétaire général et je ne vous attaquerai pas pendant les 5 prochaines minutes. Je voulais juste vous dire 2 choses. La première, c'est que j'ai fait beaucoup de concours d'éloquence et de débat en tant que participant, spectateur, juré. J'en ai fait trop. Et pourtant, comme ce soir-là, je continue à prendre énormément de plaisir quand j'ai 8 personnes qui ont vraiment fait un travail de fond et de forme, qui viennent ici défendre avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de courage, ce qui, on le sait tous, est loin d'être évident, surtout dans une salle de mariage, que peut-être vous verrez un jour soit un autre jour. La deuxième chose, et qui est peut-être la plus importante, c'est que là, avec ce concours, avec cette finale, vous avez eu une première relation amoureuse avec le débat. Une relation qui n'est pas encore un mariage, mais une première relation. Et vous allez en avoir une deuxième, qui là sera un vrai mariage, et qui sera votre vie juste après ce concours. Qui sera une vie où vous allez pouvoir utiliser ces outils-là que vous avez glanés à chaque tour, jusqu'à ce soir, pour en faire quelque chose dans la vraie société. Vous allez pouvoir défendre vos idées, défendre vos projets, et vous avez une chance immense d'avoir ces outils-là. Et alors, je pourrais faire de la pub en encourageant toute la salle à participer au concours pour ceux qui ne l'ont pas fait, et à le refaire pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais c'est ça qui est génial, c'est d'avoir un moment où on peut s'entraîner à cette prise de parole-là, à ce débat, sans qu'il y ait un vrai enjeu de décision, en l'occurrence, parce qu'après, peut-être que vous allez le faire de manière politique, et vous vivrez parfois cette impossibilité de divorcer quand tout le monde n'est pas pour la dissolution. Vous êtes parfois forcé de continuer avec des gens avec qui vous ne voulez pas vous marier. Et donc, j'ai hâte de vous voir dans vos vies futures professionnelles défendre avec autant de ferveur et de conviction, parce que c'est à ça que ça va vous servir. Et bravo à vous. Alors, c'est vrai qu'on vous brosse dans le sens du poil depuis le début. Est-ce que vous le méritez vraiment? Est-ce que nous sommes venus ici vous écouter pendant 45 minutes pour être simplement sympathiques et gentils avec vous? Pas nécessairement. N'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? N'est-ce pas? Alors déjà, Monsieur le Premier ministre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une espèce de sorte d'inversion des valeurs, quoi. On a d'un côté ceux qui ont vraiment le style des cathos tradis, mais qui défendent le divorce, et de l'autre, on a le Premier ministre qui arrive, chemise noire, ouverte sur 3 boutons, avec sa chaîne en or et tout, et qui fait « Ah non, le divorce, pas une bonne idée. Hein. Croyez-moi, moi je défends les valeurs du mariage. Hein. Bon, sauf en soirée, là on a le droit de... D'ailleurs après, ce soir, Donc, déjà vous savez, dans
dans l'éloquence, il y a toujours aussi l'éthos de l'orateur. Et c'est vrai que l'éthos du Premier ministre, Cato Tradi, n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais en même temps, il a su répondre. Il a su répondre parce qu'il y a tout d'un coup Manuel Valls qui lui a posé une question, lui disant « Et la laïcité dans cette affaire ?» Et lui l'a fait. Non mais, moi je te le dis, nous on est pragmatiques, ok? Donc finalement, l'un dans l'autre, ce Premier ministre qui nous a quand même inventé un superbe mot, le diamol. On aimerait bien savoir ce que c'est. Tu nous donneras la définition. En attendant, je pense qu'on peut quand même t'applaudir. Nous avons une chef de l'opposition qui nous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Oui, effectivement, puisque en fait, si vous l'avez bien compris, donc, dans la salle, il n'y a que des célibataires, des puceaux, et sinon, navré de vous le dire, des cocus. Vérifiez quand même ce soir, on ne sait jamais. Monsieur le Premier ministre est peut-être passé dans le coin. Joyeuse Saint-Valentin. Alors c'est vrai que Sciences Po, ils sont bons, ils ont été bons quand même, ils ont quand même su bien réfuter. Là, tout de suite, elle attaque sur le Pax. Et là, bon, oui, vous étiez pas né sous Lionel Jospin, mais c'est vrai que ça existe, le Pax. Donc elle a commencé par ça, et c'est vrai qu'elle a aussi su bien répondre. Mais, en revanche, et c'est vrai, et tant mieux d'ailleurs, vraiment tant mieux, je le dis, mais quand tu nous parles des violences conjugales et que la violence la plus extrême que tu trouves, c'est le fait qu'il ait laissé ses putains de cheveux dans la baignoire, j'ai envie de dire que tu aurais pu trouver de meilleures descriptions, mais malgré tout, on peut te saluer pour ça. Alors ensuite, nous avons eu monsieur le deuxième député. Monsieur le deuxième député qui arrive un petit peu, monsieur le deuxième ministre, pardon, qui arrive un petit peu, aujourd'hui j'avais l'impression que tu étais un petit peu bourré. Je pense que tu t'es pris un petit coup à l'université catholique de Lille, campus d'ici les Moulineaux, où je t'ai croisé l'autre jour, à la machine à café, hein, je tiens quand même à le préciser, mais tu étais quand même plus éloquent. Aujourd'hui, tu te laissais un petit peu aller, et puis quand même, en fait, tu as été, je trouve, à l'image un peu de ce gouvernement, très éloquent, très dans les sbroufs, très Sciences Po, en fait, finalement. Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais... Et puis, tu as voulu chanter... En fait, le premier, il avait un petit côté un peu Sarkozy, mais tu sais, après que Carla, tu vois, enfin non, c'est plutôt au moment avant Carla, tu vois, au moment où il cherchait un petit peu, tu vois. Et puis ensuite, là, on a eu un petit peu un Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tu nous sortais des grandes phrases comme ça. On ne savait pas trop par quoi ça allait terminer. Des grands truismes, comme ça. Disant, le mariage, c'est une protection. Pardon de vous le dire, Madame Le Pen. Je n'ai pas besoin de ventriloque. J'ai besoin d'un orthophoniste. On peut l'applaudir quand même. Alors ensuite, et là, c'est vraiment, pour moi, c'est là où je me suis dit, monsieur le deuxième député, c'est le prince Charles, quoi, qui arrive, qui fait... Maman, papa, mon grand-père s'est marié dans cette salle. En l'an de grâce 1962, en présence du Premier ministre Georges Pompidou et de Maurice Couve de Murville. Oui, absolument. Et je vais défendre je ne sais pas trop, mais disons que comme on m'a forcé à être du côté que je ne voulais pas défendre, je vais quand même faire semblant de défendre ce que je ne défends pas, tout en le défendant quand même, voyez? Vous avez compris? Non, rien? C'est pas grave, tant mieux. On peut l'applaudir très fort. Alors, je cherche dans mes notes, et c'est vrai que je vois Madame la Troisième ministre. Alors, il y a un exercice qu'on fait à la Fédération francophone de débat, qui est un des premiers exercices, qui est sur travailler, vous savez, le silence. On appelle ça le discours du prêtre, le prêche, c'est-à-dire qu'on vous met dans la peau d'un prédicateur, et vous devez travailler un petit peu avec l'écho de la salle, bien travailler les silences, et on fait toujours un silence de départ. Elle, vraiment, a retenu cet exercice. Elle est arrivée, elle s'est dit, ok. On
m'a dit de faire un silence. Je vais faire un silence. Ça va calmer tout le monde. Le prince Charles, il va retourner en Angleterre, tu vois. Et là, c'est vrai que ça a reposé un petit peu les bases, quoi. Mais là où Solène avait un petit peu raison, c'est-à-dire que d'une certaine manière, donc vous n'y connaissez absolument rien au mariage, vous ne connaissez absolument rien au divorce, vous ne connaissez absolument rien non plus au marché du travail. Parce que dire, ouais, on signe aussi simplement un mariage qu'un CDI. Je fais, bah oui, bah oui, t'as raison. Il suffit de traverser la rue. C'est bien connu. Et alors, Saint-Just disait, le bonheur est une idée neuve en Europe, mais toi, le bonheur, on le sent, il est là, il faut être heureux. Le bonheur, l'amour, c'est le bonheur, ok? Ah ouais, Chief Happiness Officer en Corée du Nord. Faut l'applaudir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Pas victoire quand même. Victoire? Mais non, victoire, victoire, c'est la fille de Madelon. Oui, ok, on peut chanter les louanges de victoire, mais pourquoi est-ce qu'elle y échapperait? En fait, tu vois, t'es sexiste. Tu penses qu'elle devrait y échapper? Mais non, égalité de traitement, mon pote. Et d'ailleurs, justement, Victoire, on a beaucoup apprécié ton discours, tu vois, ton discours féministe. Mais c'est comme... En fait, c'est ça le diamol, tu vois, c'est quand tu vas pas au bout de l'argumentation, tu vois. C'est qu'on voulait avoir quelqu'un qui, alors certes, qui avait de l'énergie, c'est sûr, qui avait des arguments, contrairement à la partie adverse, mais on aurait voulu que tu ailles jusqu'au bout, et que tu fasses comme Théophile tout à l'heure, qui a chanté. On t'a entendu chanter, hein, c'était toi qui chantais. De toute façon, ça ne peut être que toi. Ou moi, mais c'est la Marseillaise, mais bon, ouais. Et on aurait voulu t'entendre chanter, je sais pas moi, debout, fameuse esclave, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. On peut t'applaudir aussi. Et alors après, il y a le secrétaire général. Oh putain, je suis chaud là, j'étais avec le PM là. Oh, on était en boîte, c'était top. Oh putain, mariage, divorce, je suis chaud là, sur le dance floor. Alors, chère assemblée, chère opposition, on est chaud. Je vais parler, je vais surtout m'asserter, et vous n'allez pas devez comprendre tout ce que je vais dire, mais j'ai fait un exercice de diction et je vais faire un secrétaire général excellent en vous traitant de facho, parce que les fachos, c'est vous. Vous avez cité Ernest Renan, vous êtes des fascistes. Tu sais, c'est le mec qui vient te proposer une loi qui est particulièrement réactionnaire, mais qui dit non. Les vrais fascistes sont les antifascistes. Les vrais racistes sont les antiracistes. C'est pas mal, hein, c'est un exercice rhétorique. C'est un positionnement rhétorique qui malheureusement marche assez bien ces temps-ci. Donc, t'as le vent en poupe, camarade. Mais voilà, en fait, ce qu'on a pu constater avec cet homme qui nous a dit que nous étions des proxénètes libidineux, en tout cas qui s'est gardé, alors que tu sais, ils arrivent tous là, chemise ouverte. Nous, des proxénètes, tu rigoles ou pas? Donc, nous expliquer finalement, nous montrer que on pouvait être très éloquent sans avoir rien à raconter. Mais on peut l'applaudir. Et enfin, Manuel Valls. Il est arrivé, enfin le fils ou le petit-fils de Manuel Valls, tu sais, non, le mariage ne doit pas être une prison. Et tu sais, on a l'impression, en fait, c'est un enfant de cœur. Il faut qu'il soit un peu plus méchant, le secrétaire général. Faut que tu muscles ton jeu, mon pote. Faut que tu sois un peu plus agressif. Regarde, lui, il a ouvert la chemise. Bah toi, ouvre la veste, tu vois. Tu vois, enfin, il faut que tu t'en dises moins que lui, mais en étant plus éloquent encore, tu vois. C'est ça l'exercice. Non, l'exercice, c'est effectivement de faire un bon travail de débatteur, un bon travail de rhétorique, une bonne chaîne des pourquoi. Et on a trouvé que la tienne était particulièrement bien développée. On va donc t'applaudir aussi.
Bien, vous l'aurez compris, c'était pas forcément très constructif, mais ça fait du bien. Et puis, un soir de Saint-Valentin, ça défoule, quoi. On déplace les affects autre part. Voilà, alors... Maintenant, de façon très sentencieuse et bien sérieuse, nous allons revenir au point saillant du débat. Donc il y a un point qui est le point bête et méchant, le point un peu concon, c'est le point du respect du temps, des règles, etc. Bon, le fait est, et je commence par celui-ci parce que c'est le moins intéressant, qu'il y a eu un petit peu plus, un peu léger dépassement, même si vous êtes trop carré et que là, en finale, c'est compliqué, mais... Du côté du gouvernement, donc, c'est un point qui revient à l'opposition, aussi parce que on a trouvé que Madame la troisième députée avait envie un petit peu trop d'être secrétaire générale à la place du secrétaire général, et donc, le fait est que donc, vous perdez ce point. Vous pouvez applaudir ou pas, peu importe. Le diamol. Le point va donc à l'opposition. Au gouvernement, oui. Enfin à eux, quoi. C'est vrai. Il se fait tard et nous avons tous très envie d'aller boire une bière. Ensuite, il y a les questions et les réponses. Et alors, les questions-réponses, c'est quand même assez particulier. J'ai envie de demander à Théophile, mais dis donc Théophile, c'est quoi une bonne question? Une bonne question, c'est une question courte, c'est une question ouverte, c'est une question posée selon un kairos clairement défini, c'est une question qui fait mal, c'est une question qui n'a pas pour but de faire avancer le débat, mais uniquement de faire chier l'adversaire. Voilà. Le kairos, tout ça, le fait est que donc une bonne question appelle aussi une bonne réponse, et donc nous avons trouvé, que ce soit du côté des questions, que ce soit du côté des réponses, que Sciences Po avait été plus performant. L'éloquence ensuite, cette capacité à dire peu de choses, mais avec du talent. Vous l'aurez compris, même si elle n'était pas simplement le fait du secrétaire général, mais globalement plus de cette partie de la salle, elle revient à nos camarades du gouvernement. Et ensuite viennent les points relatifs à la réfutation et les points relatifs à l'argumentation. Chaîne des pourquoi, type d'argument, type de raisonnement. Si vous voulez en savoir plus, le 22 février, une superbe formation ouverte, gratuite, ouverte à toutes et tous, a lieu à l'École normale supérieure. Chaque mois, organisée gratuitement, sympathiquement, par la fantastique Fédération francophone de débat, avec des formateurs moustachus, notamment barbus, glabres, qui vous apprennent des choses. Donc, on pourra reparler longuement de l'argumentation, mais l'argumentation, c'est avant tout déjà des arguments et ensuite un raisonnement. Et du côté de l'argumentation, nous avons trouvé que l'opposition était meilleure. Par ailleurs, la question de la réfutation, c'est-à-dire la capacité à rebondir sur ce qui a été dit, à reprendre, à décortiquer méthodiquement, et non pas simplement à reprendre pour dire « mais non, t'as dit ça avant, mais c'est pas vrai. » Parce que je dis que c'est pas vrai. Même si, bon, c'est vrai que vous avez eu une réponse à une question qui était « c'est faux ». On a considéré que les 2 points de la réfutation vous revenaient et que donc vous remportiez.
Félicitations donc à l'équipe de Sciences Po. Est-ce qu'on peut applaudir aussi l'équipe du gouvernement? Les amis, deux petites choses avant de conclure. La première, c'est que j'aimerais que vous sachiez que tout ceci, que ce bel événement, que ces joutes sont réalisées aussi parce que des gens donnent de leur temps, des gens travaillent, des gens s'investissent. Et donc j'aimerais, et à travers lui, toute son équipe, qu'on applaudisse très très fort Tom Roberts pour ce travail accompli. La deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs événements qui vont arriver maintenant. On a une actualité qui est extrêmement vaste à la Fédération francophone de débat, qu'elle soit Grand Paris, qu'elle soit toutes les fédérations que Tom a pu citer, ou que ce soit la Maison Mère. Et la Maison Mère, elle arrive avec deux grands procès. Le procès du télétravail, mercredi à 18h30 au Ground Control. Le procès des Templiers, le 26 février, à la mairie du 13e arrondissement, dans la salle des fêtes. Si vous voulez voir certaines personnes ici, mais costumées, vous aurez l'occasion de les voir. Et nous avons aussi la Coupe de France de débat qui s'ouvre à partir du mois de mars. Les inscriptions sont maintenant, donc j'espère que vous allez rempiler très vite, comme ça on va vous revoir. Vous allez repartir du début pour arriver peut-être cette fois-ci à la finale qui aura lieu en la salle de l'Hôtel de Ville de Paris. Et nous avons aussi la Coupe des lycées qui a lieu fin mars et nous aurons cette fois-ci besoin de jurés. Il y a aussi le club oratoire qui a lieu jeudi prochain, n'hésitez pas à vous inscrire. Et il y a aussi la finale de Périclès qui arrive très bientôt, dont vous voyez éloquence, éloquence délibérative, éloquence plutôt d'apparat, éloquence politique, judiciaire, toutes les éloquences sont au rendez-vous. Je me réjouis qu'à Sciences Po, le débat soit de retour, parce que il y avait eu une époque, un club de débat, à Sciences Po Paris, j'entends, qui malheureusement a divorcé de la fédération et est mort de sa belle mort, fusionné dans l'impérialisme de Sciences Polémiques, qu'on salue et qu'on apprécie beaucoup, mais qui, Sciences Polémiques Paris, n'apprécie pas forcément plus que ça le débat, et donc, comme on dit bien laïquement en France, le fait que vous soyez revenus au débat à Sciences Po, j'ai envie de dire « Mashallah ». Et enfin, terminons par cette maxime qui est la maxime de la Fédération francophone de débat. On ne n'est pas oratrice, on ne n'est pas orateur. On est des Yes.